Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui à Lille en compagnie du docteur Veva qui nous reçoit au Centre national de ressources et de résilience. Aujourd'hui, le thème de l'épisode sera sur le risque suicidaire. Bonjour docteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Donc, je suis le professeur Guillaume Veva, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Lille et chef du service de psychiatrie d'adultes du CHU de Lille. Je suis membre du groupement d'études et de prévention du suicide et j'ai la responsabilité et le plaisir de coordonner le réseau Vigilance en France, dont on reparlera peut-être. Qu'est-ce que c'est le risque suicidaire ? C'est le risque de commettre une conduite suicidaire, soit être envahi d'idées suicidaires, de vouloir en finir avec sa vie ou cette vie-là, ou ce moment qui fait mal là. C'est le risque, d'une tentative de suicide, voire comment se finira-t-elle d'une mort par suicide. C'est tout ça le risque suicidaire. Ça englobe beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des facteurs qui facilitent cette envie d'en finir avec la vie ? Je pense qu'à peu près tous les facteurs doivent contribuer à augmenter le risque suicidaire, tout ce que vous pouvez concevoir, avec cette complexité que tous ces facteurs-là peuvent aussi contribuer à s'en remettre et à dépasser ce moment. La pathologie en général, le fait d'être malade, dans son corps ou dans son psychisme, c'est un facteur de risque très particulier, évidemment. Tout ce qui est un facteur, pour ne pas avoir un langage que sanitaire, d'isolement. Je sais que la maladie en elle-même isole, mais l'isolement peut venir d'ailleurs, de la société, d'une peine d'amour, une rupture d'emploi, le fait d'être, loin de son pays, un parcours d'immigration, d'être le seul, sortir vivant du Bataclan, ça isole, Heureusement, il y a des associations, mais ça isole. Les gens qu'on rencontre, on a le sentiment qu'ils vous comprennent pas. Vous voyez, des exemples d'isolement. Deux grandes familles, la souffrance et l'isolement, pour moi. Donc le risque suicidaire, on le retrouve, comme vous l'avez dit, spécifiquement, j'imagine, dans le psychotrauma. Peut être assez présent. En tout cas, le psychotraumatisme ou la confrontation à des événements potentiellement traumatiques, ça augmente de 4 fois le risque d'avoir des idées suicidaires, d'être envahi par ces idées suicidaires, de 7 fois le risque de commettre une tentative de suicide. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que concrètement, on peut parler d'une différence entre un risque suicidaire d'une personne, on va dire, entre grosses guillemets, lambda, et un risque suicidaire pour une personne ayant vécu un trauma simple ? Il y a quelque chose de cumulatif dans les polyfacteurs. Or, quelqu'un qui a été traumatisé, il est assailli par des moments de reviviscence qu'il ne contrôle pas toujours. Il est comme ça, c'est une sorte de qui-vive à la merci. Donc vous n'êtes pas vraiment en position de pouvoir sur votre existence. Il dort mal, et ça peut venir cumuler. Une sorte de fatigue, d'épuisement des ressources psychiques qui augmente le risque de mise en acte de l'idéation suicidaire. Là, on parle de troubles du sommeil. Est-ce que ça marche aussi pour les troubles alimentaires, les addictions, tout ce qu'on peut retrouver autour du trauma, finalement ? Est-ce que ça peut aussi... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça, finalement, le polyfactoriel ? Va... modifier, aller nuire, amoindrir les ressources de coping ou de façon de faire face souple et variée d'un individu. Ça va être toujours monothématique. Ça altère le champ de conscience pendant l'intoxication ou pendant les sevrages, les manques. Donc tout ce qui est addiction, alors c'est vraiment terrible ça. Vous pouvez expliquer en un mot ce que ça veut dire coping ? Coping, c'est un terme anglais qui veut dire faire face, façon de faire face.
donc stratégie pour affronter une situation qui de souffrance, qui de déséquilibre. Est-ce qu'on parle de comorbidité ou est-ce que c'est pas considéré comme étant un trouble du DSM peut-être ? Alors voilà, c'est considéré comme une dimension, comme une conduite, et donc pas comme un trouble en soi. Donc on ne parle pas vraiment de comorbidité, mais enfin bon, l'esprit est là. L'esprit est là, effectivement. C'est deux dimensions de souffrance qui sont liées l'une à l'autre, souvent. Un psychotraumatisme peut générer, je viens de le dire, plus souvent qu'à son tour, l'irruption de conduites suicidaires, mais à la fois, les conduites suicidaires sont souvent l'occasion de la révélation de psychotraumatismes jusque-là non dits, jusque-là non verbalisés. Et puis, souvent aussi, les conduites suicidaires et le psychotraumatisme sont deux dimensions d'une troisième. Par exemple, les abus sexuels dans l'enfance ou les violences dans l'enfance, qui se compliquent des deux, de traces psychotraumatiques ou d'évolution psychotraumatique, tout autant que de conduites suicidaires. Et qui est-ce qu'on contacte dans ce type de cas ? Alors, ça dépend du degré du ressenti, de l'importance de ce ressenti. Ça dépend du réseau qu'on a autour de soi. Si on est très entouré par son conjoint, ses parents, ses amis, faut commencer à en parler, à mettre des mots dessus, ça c'est sûr. Si on veut pas les concerner ou que c'est compliqué de leur parler à eux, je pense qu'il faut se tourner assez rapidement vers un professionnel de santé. Son professionnel de santé qu'on connaît, le médecin de famille, le médecin traitant, mais nombre de Français n'en ont pas, ou plus. Aujourd'hui, une ressource tout à fait singulière est disponible depuis le 1er octobre 2021, c'est le 3114. Ce numéro 3114 est à retenir absolument. On peut l'appeler 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Et quel que soit l'endroit où vous êtes en France, quelqu'un de régional va décrocher. Le numéro est national, le décroché est régional. Et au plus près de chez vous, une équipe de professionnels de santé formés spécifiquement et supervisés spécifiquement vont répondre au sujet lui-même qui serait en difficulté, à ses proches, voire un des professionnels qui serait autour, par exemple l'infirmière scolaire, qui a été détentrice de phrases un peu étranges d'une élève qui ne sait pas trop quoi en faire, peut appeler le 3114 pour avoir un conseil, une stratégie. Donc ça, c'est une ressource en France sur laquelle il faut vraiment insister, le 3114. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure du dispositif Vigilance. Est-ce qu'il y a un lien avec ce 3114 ? Vigilance est un dispositif de maintien du lien avec des personnes qui ont fait une tentative de suicide. C'est un maintien du lien après l'hôpital ou après le passage aux urgences. Tous les gens qui sont accompagnés par Vigilance pendant les 6 mois qui suivent ont fait une tentative de suicide. Le lien, vous voyez le lien avec le 3114 ? Puisque l'info, le numéro de téléphone de Vigilance, c'est une petite carte, c'est des gens qu'on a rencontrés à l'occasion de leur prise en charge à l'hôpital. La diffusion de la ressource dans le grand public, le 3114, c'est beaucoup plus large. Vigilance travaille aux heures ouvrables, les jours ouvrables, avec un public très ciblé, très à risque, on est d'accord, mais très ciblé. Et qu'est-ce qu'on fait au sein de Vigilance ? On articule différentes façons de maintenir le lien avec le sujet, s'il l'accepte, le temps qu'il le veut, en essayant d'être à la fois proactif, on va vers les gens, en étant le moins possible intrusif, qui serait le côté négatif de la proactivité. Donc, on s'ajuste, on le dit au sujet dès la sortie des urgences ou dès la sortie de l'hôpital. On leur remet une carte, une carte où ils peuvent appeler. Si eux-mêmes ils ont envie de nous avoir, ils peuvent nous avoir. Mais en disant nous-mêmes, dans la 3e semaine qui va suivre, entre le 10e jour et le 21e jour, on va vous donner un coup de fil, nous-mêmes, pour voir où est-ce que vous en êtes de tout ce qui vient de se passer, là, des projets de soins, des compromis qui ont été tissés. Est-ce que ça tient ? Est-ce qu'il faut les changer, les ajuster, laisser faire parce que tout va bien ? Vous avez la carte de crise, vous savez nous joindre si ça va mal ? Stop là. Et puis, si ça va pas si bien que ça, on maintient le lien au téléphone, où on articule des prises en charge au domicile des gens, où on leur dit où venir. C'est tout ça. Et à chaque fois qu'on est en contact avec le suicidant,
compte rendu avec tous les partenaires de santé du sujet. Que ce soit le médecin traitant, le psychiatre ou le psychologue, évidemment, mais ça peut être le kiné. Chez cette petite mamie de 75 ans, c'est le kiné qui la dérouille 2 fois par semaine, qui est le personnage important de sa santé, et ben lui sera destinataire de cette info-là. Est-ce qu'on sensibilise les gens au risque suicidaire avant qu'il y ait potentiellement un passage à l'acte ? Alors, pas explicitement, mais clairement, dès qu'un suicidant, on appelle suicidant quelqu'un qui survit à une tentative de suicide, appelle le numéro vigilance, ou dès que vigilance appelle un suicidant, les premiers temps passés, la rencontre, l'accueil, sera de la part. Ce sont des professionnels de santé, encore une fois, qui appellent dans vigilance. Les premiers temps sont à l'évaluation du risque suicidaire à ce moment-là. Donc, d'appel en appel ou de contact en contact avec vigilance, des fois, ce contact, il peut être par carte postale aussi, si on n'arrive pas à avoir les gens au téléphone. Il y a des gens qui préfèrent recevoir... Alors, ils ont une carte par mois pendant 4 mois. On ne va pas les harceler non plus. Cette carte, elle arrive sous enveloppe. Et de façon impersonnelle, parce que le facteur ne va pas arriver en disant... Alors, on a encore fait une tentative de suicide. Donc, c'est sous enveloppe. Et l'adresse est écrite à la main par les... Vous voyez, tout ce qui va dans le sens de la personnalisation du lien avec le suicidant. Donc, de lien, de contact en contact, le suicidant, implicitement, il apprend à voir quelles questions on pose, comment on se forme l'idée de comment ils vont à ce moment-là. Ils apprennent vite eux-mêmes, il y a quelque chose de pédagogique, quelque part, de comment on peut savoir où on en est. Oui, j'imagine que la question de l'anonymat est plus délicate, puisque le but est quand même de faire le lien avec les professionnels de santé qui entourent la personne. Comment ça se passe de ce côté-là ? Voilà une excellente question, encore une fois, dont la réponse est commune, 3114 vigilance versus les lignes d'écoute, des associations d'écoutants, SOS Amitié, SOS Suicide Phoenix, tout nombre de cette vie associative extrêmement utile, extrêmement précieuse, et qui travaillent en France depuis de nombreuses années, et qui, eux, ont vraiment cette culture de l'anonymat. On appelle, quel est votre prénom ? On peut dire n'importe quoi, et ça va, et c'est pas du tout la culture vigilance et 3114, qui est une culture sanitaire. Nous avons une responsabilité dans ce contact. Si ça va pas bien, il faut le plus vite possible, qu'on essaye de savoir à qui on a affaire et où se situe le sujet. Parce que si ça va pas bien, on va jusqu'au bout de notre raisonnement. En prévention du suicide, sur le plan sanitaire, dans le doute, on ne s'abstient pas. Et on va intervenir. Donc il nous faut savoir où et pour qui. Il n'y a pas de culture de l'anonymat dans Vigilance ou au 3114. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.